Le téléphone sonna brutalement dans le silence du bureau désert, brisant la concentration d'Émilie qui fixait son écran depuis des heures. C'était sa mère. Encore une fois. Avec son ton pressant, Émilie. Rentre à la maison. Ton père s'inquiète. Et moi aussi. À 28 ans. Tu devrais penser à fonder une famille au lieu de te tuer au travail. Émilie raccrocha sans un mot. Le cœur serré. Mais avant qu'elle ne puisse se lever, la porte du bureau de sa patronne s'ouvrit avec un claquement sec. Sophie. 30 ans. Élégante et imposante dans son tailleur noir, la fixait d'un regard intense qui la cloua sur place. Émilie. Reste. J'ai besoin de toi ce soir. Ce qui suivit n'était pas une réunion professionnelle, mais une confession qui allait ébranler les fondations de sa vie. Émilie hésita un instant, son sac déjà à l'épaule. Le bureau de l'agence de publicité à Paris était vide depuis longtemps, les lumières des autres étages de la tour Eiffel scintillant au loin à travers les baies vitrées. Sophie s'approcha, son parfum subtil envahissant l'air, et verrouilla la porte derrière elle. Assieds-toi. S'il te plaît. Ce n'est pas à propos du projet du Mont. C'est personnel. Émilie obéit. Intriguée et un peu effrayée par l'expression inhabituelle de vulnérabilité sur le visage de sa patronne. D'habitude si froide et directive. Sophie s'assit en face d'elle, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle sortait une photo de son portefeuille. C'était une image jaunie d'elle plus jeune, aux côtés d'une femme aux cheveux courts, souriante lors d'un pique-nique. J'ai été amoureuse d'elle, Émilie. Pendant des années. Mais ma famille. Ils n'ont jamais accepté. Mon père m'a forcé à choisir, elle ou l'héritage familial. J'ai choisi l'argent. Le statut. Et maintenant? Je le regrette chaque jour. Émilie sentit son pouce accélérer. Sophie. La femme d'affaires impitoyable qui dirigeait l'agence d'une main de fer. Avouait une relation lesbienne passée? Dans ce monde conservateur de la publicité parisienne? Où les apparences primaient. C'était un risque énorme. Pourquoi me dire ça maintenant? Demanda Émilie. Sa voix à peine audible. Sophie leva les yeux. Et pour la première fois, Émilie y vit une lueur d'espoir mêlée à de la peur. Parce que je te vois. Émilie. Je vois comment tu te caches. Comment tu évites les questions de tes collègues sur ta vie privée. Tu es comme moi il y a 10 ans. Et je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs. Émilie se raidit. Comment Sophie pouvait-elle savoir? Elle avait toujours été discrète sur ses attirances, refoulant ses sentiments pour des femmes depuis l'adolescence. Terrifiée par le jugement de sa famille catholique traditionnelle de la banlieue parisienne. La conversation s'enflamma rapidement. Sophie raconta son histoire en détail, comment elle avait rencontré Marie à l'université. Leur amour passionné cachait des regards. Les week-ends volés à la campagne. Mais quand son père, un riche entrepreneur, avait découvert des lettres, il avait menacé de la déshériter. J'ai cédé. Émilie. J'ai épousé un homme que je n'aimais pas. Pour sauver les apparences. Le divorce a suivi. Mais le mal était fait. Marie est partie. Brisée. Émilie écoutait. Les larmes aux yeux. Car cela résonnait trop avec sa propre vie. Sa mère la pressait constamment de se marier. D'avoir des enfants. Ignorant ses silences éloquents. Et toi, insista Sophie. Pourquoi restes-tu seule? J'ai vu comment tu regardes les femmes. Comment tu évites les avances des hommes au bureau. Émilie rougit. Se sentant exposée. Elle avoua enfin. Pour la première fois à voix haute, j'ai peur. Ma famille.
Il me renierait. Et la société? Ici. À Paris. On parle de tolérance. Mais dans les cercles professionnels? C'est différent. Sophie hocha la tête. Compréhensive. C'est pour ça que je te parle. Je veux t'aider à ne pas commettre mes erreurs. Mais alors que la nuit avançait, Sophie révéla plus, elle avait des sentiments pour Émilie. Ce n'est pas juste une confession. Je t'ai observé. Et je ressens quelque chose de profond. Émilie fut choquée. Était-ce une manipulation? Ou une vérité sincère? Elle se leva. Confuse. Mais Sophie la retint par le bras. Ne pars pas. Réfléchis-y. Émilie quitta le bureau cette nuit-là. L'esprit en tourmente. Ignorant que cette conversation marquerait le début d'une spirale de conflits intérieurs et extérieurs. Le lendemain, au bureau, l'atmosphère était tendue. Émilie évitait le regard de Sophie, se concentrant sur ses dossiers. Mais lors d'une réunion d'équipe, Sophie l'assigna à un projet majeur avec elle, forçant une proximité. Les collègues murmurèrent, sentant une tension inhabituelle. Émilie rentra chez elle épuisée, pour trouver sa mère l'attendant avec un dîner froid et des reproches. Tu passes trop de temps avec cette patronne. Trouve un homme. Émilie. Les mots pesèrent comme une enclume sur son cœur. Dans les jours suivants, Émilie lutta avec ses émotions. Sophie l'invitait à des déjeuners. Des discussions tardives, révélant des couches de vulnérabilité. Émilie se sentait attirée. Mais la peur la paralysait. Un soir, elle confia à sa meilleure amie, Claire, une partie de l'histoire. Claire, hétéro et mariée, fut choquée, tu ne peux pas risquer ta carrière pour ça. Pense à ta famille. Cela ne fit qu'amplifier le conflit intérieur d'Émilie. Enfin, lors d'un voyage d'affaires à Lyon, Sophie et Émilie se retrouvèrent seules dans un hôtel. Sophie proposa un verre. Et la conversation dérapa vers l'intime. Je ne peux plus ignorer ce que je ressens, dit Sophie. Émilie, émue, admit une attirance mutuelle. Mais au lieu d'un baiser, elle recula, c'est trop dangereux. Ce rejet marqua le premier dommage. Sophie se refermant. Et Émilie rentrant à Paris rongée par le regret. De retour à Paris, Émilie ne pouvait plus ignorer les regards insistants de Sophie au bureau. Chaque réunion devenait un champ de mine émotionnel, où les discussions professionnelles se teintaient de sous-entendus personnels. Un après-midi, lors d'une pause café, Sophie l'attira dans un coin isolé. Pourquoi me fuis-tu? Émilie? Après Lyon. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde. Émilie baissa les yeux, son cœur battant la chamade. Ce n'est pas toi. C'est moi. J'ai peur de tout perdre. Sophie soupira, son visage trahissant une douleur profonde. Elle raconta alors comment, après avoir perdu Marie, elle avait construit une forteresse autour d'elle, promotion rapide, vie sociale superficielle, tout pour masquer le vide. Mais avec toi, je sens que je pourrais être moi-même. Ne me repousse pas. Émilie sentit une vague de compassion, mais aussi d'attirance irrésistible. Ce soir-là, elle accepta un dîner chez Sophie, dans son appartement haussmannien du Marais. Le dîner fut tendu, chargé d'électricité. Sophie prépara un repas simple, du vin rouge, et parla de son enfance stricte dans une famille bourgeoise de Bordeaux. Mon père m'a élevée pour succéder à l'entreprise familiale, mais il n'a jamais vu la vraie moi. Émilie partagea ses propres tourments, grandir dans une famille ouvrière de Saint-Denis,
Où la religion dictait tout. Et où l'homosexualité était un péché impardonnable. Si mes parents savaient, ils me couperaient les ponts. Au fil de la soirée, les barrières tombèrent. Sophie posa sa main sur celle d'Émilie. Un geste doux qui envoya des frissons le long de son bras. Nous pourrions être ensemble. Discrètement. Personne n'a besoin de savoir. Émilie hésita. Mais l'attraction était trop forte. Elles passèrent la nuit à parler, à se confier, sans franchir de ligne physique, mais avec une intimité émotionnelle qui scella un lien naissant. Cependant, le lendemain apporta le premier choc extérieur. Au bureau, un collègue, Marc, les surprit en train de chuchoter intimement. Il ne dit rien, mais ses regards suspicieux commencèrent. Émilie paniqua, se distançant de Sophie. Celle-ci, blessée, réagit en lui assignant des tâches ingrates. Un mélange de punition et de protection. Si tu as peur, je te laisserai de l'espace, dit-elle froidement lors d'une confrontation privée. La pression familiale s'intensifia. La mère d'Émilie organisa un dîner avec un ami de la famille, un homme divorcé qu'elle espérait voir comme gendre. Émilie y alla à contre-cœur, feignant l'intérêt. Mais son esprit était avec Sophie. Pendant le dîner, son téléphone vibra, un message de Sophie. J'ai besoin de toi. Viens. Elle s'excusa et partit, laissant sa mère furieuse. Chez Sophie, elle trouva sa patronne en larmes. Mon ex-mari a refait surface. Il menace de révéler mon passé si je ne lui donne pas d'argent. Émilie la serra dans ses bras. Un geste de réconfort qui évolua en une étreinte plus profonde. Pour la première fois, elles s'avouèrent leur amour naissant. Je t'aime, Émilie. Malgré les risques. Mais ce moment de vérité fut suivi d'une trahison involontaire. Émilie, paniquée, confia à Claire l'histoire complète. Claire, choquée par l'intensité, en parla accidentellement à un collègue commun lors d'une soirée. Les rumeurs commencèrent à circuler au bureau. Sophie fut convoquée par la direction, qui, bien que progressiste en apparence, craignait un scandale. Sophie, nous devons protéger l'image de l'agence. Elle nia tout, jetant le blâme sur Émilie comme étant instable. Émilie, apprenant cela, se sentit trahie. Comment as-tu pu me sacrifier? La confrontation fut explosive. Dans le bureau de Sophie. Porte close. Émilie hurla, tu m'as utilisée pour te sentir vivante. Et maintenant tu me jettes au loup. Sophie pleura, j'ai paniqué. J'ai une fille de mon mariage. Je ne peux pas la perdre. Émilie apprit alors que Sophie avait une enfant de 8 ans. Gardée secrète au bureau pour éviter les jugements. Cela ajouta une couche de complexité. Sophie luttait non seulement avec sa sexualité, mais avec la garde partagée et les attentes sociétales d'une mère. Émilie quitta le bureau en larmes, rentrant chez elle pour affronter sa famille. Sa mère, sentant quelque chose, la pressa, qu'est-ce qui ne va pas? C'est cette patronne? Émilie craqua partiellement, avouant son confusion sans détail. Sa mère réagit violemment, tu es perdu. Va à l'église. Prie pour ton âme. Le père, silencieux mais désapprobateur, ajouta, pense à ton avenir. Les jours suivants furent un tourbillon de décisions. Émilie envisagea de démissionner. Mais Sophie l'appela. Suppliante, pardonne-moi. Je vais tout arranger. Elles se retrouvèrent dans un parc, sous la pluie, où Sophie promit de se battre pour elle.
Mais un appel de l'ex-mari de Sophie interrompit, il avait entendu les rumeurs et menacé une bataille judiciaire pour la garde. Sophie, terrifiée, choisit de reculer, je ne peux pas risquer ma fille. C'est fini. Émilie, dévastée, rentra seule, réalisant le prix de l'amour dans une société qui tolère mais ne pardonne pas facilement. La rupture avec Sophie laissa Émilie dans un vide abyssal. Au bureau, elle évitait tout contact, se concentrant sur son travail avec une ferveur mécanique. Mais les rumeurs persistaient. Et Marc, le collègue suspicieux, la confronta un jour, Émilie. Si c'est vrai, fais attention. L'agence n'aime pas les drames personnels. Elle nia. Mais intérieurement, elle bouillonnait de rage contre Sophie pour l'avoir exposée. Sophie, de son côté, luttait avec ses démons. Elle engagea un avocat pour contrer les menaces de son ex-mari. Mais le stress la rendait irritable. Lors d'une réunion, elle critiqua publiquement le travail d'Émilie. Un acte de sabotage apparent pour distancer les soupçons. Émilie, blessée, riposta en privé, tu me punis pour tes propres peurs? Sophie admit, oui. Parce que je t'aime encore. Et ça me terrifie. La famille d'Émilie ajouta à la pression. Son frère, apprenant les tensions au travail, vint la voir, maman dit que tu es bizarre ces temps-ci. C'est quoi? Une histoire de femme? Émilie pâlit, niant farouchement. Mais le doute était semé. Elle commença à assister à des réunions de soutien LGBT anonymes à Paris, cherchant du réconfort. Là, elle rencontra Lise, une femme ouverte sur sa sexualité, qui l'encouragea, assume-toi, ou tu te perdras. Inspirée, Émilie confronta Sophie une nouvelle fois. Dans un café près de la Seine. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Si tu m'aimes, assumons. Sophie hésita. Évoquant sa fille, elle est trop jeune pour comprendre. Et la société? Les juges pourraient me la retirer. Le débat s'enflamma sur les mœurs, était-il moral de cacher son identité pour protéger un enfant? Émilie argua que le mensonge causait plus de mal. Mais Sophie, ancrée dans ses peurs, refusa. Puis vint la trahison majeure. L'ex-mari de Sophie, apprenant les rumeurs via un contact commun, envoya des emails anonymes à l'agence, accusant Sophie d'inconduite. La direction enquêta. Et Sophie, paniquée, pointa Émilie comme l'instigatrice, c'est elle qui m'a harcelée. Émilie fut suspendue, son monde s'effondrant. Elle appela Sophie. Furieuse, tu m'as sacrifiée pour te sauver. Seule, Émilie affronta sa famille. Elle avoua tout à sa mère lors d'un dîner tendu, maman, j'aime les femmes. Et Sophie. C'était réel. La réaction fut explosive, cris, larmes, accusation de perversion. Son père la chassa temporairement, sors d'ici jusqu'à ce que tu te reprennes. Émilie erra dans Paris, dormant chez Claire, qui la soutint maladroitement, peut-être que c'est une phase. Pendant ce temps, Sophie regrettait. Elle confronta son ex-mari, lui payant une somme pour son silence. Mais le dommage était fait. Sa fille, sentant la tension, demanda, maman, pourquoi tu pleures? Sophie, brisée, décida de changer. Elle contacta Émilie, j'ai démissionné. Viens. Parlons. Elles se retrouvèrent dans un hôtel discret. Sophie avoua, j'ai eu tort. Je veux être avec toi. Mais je dois protéger ma fille. Émilie,
Méfiante. Posa un ultimatum, assume publiquement. Ou c'est fini. Sophie accepta partiellement, promettant de dire la vérité à sa famille. Mais lors d'une visite chez ses parents à Bordeaux, ils réagirent mal, tu nous déshonores. Sophie rentra défaite, mais déterminée. Le climax approcha quand l'agence proposa à Émilie de revenir, mais avec une promotion si elle gardait le silence. Elle refusa, choisissant l'intégrité. Sophie, apprenant cela, quitta définitivement son poste, emmenant sa fille pour un nouveau départ. Elles décidèrent d'essayer ensemble, mais les obstacles persistèrent, jugements sociaux, amis qui s'éloignaient. Émilie, maintenant au chômage, lutta financièrement, regrettant parfois ses choix. Mais une étincelle d'espoir naquit quand elle trouva un emploi dans une agence plus inclusive. Sophie, de son côté, entama une thérapie pour réconcilier son identité avec sa maternité. Avec Sophie et Émilie tentant de reconstruire, les défis s'accumulèrent. Elles emménagèrent ensemble dans un petit appartement à Montmartre, gardant leur relation discrète au début. Mais la fille de Sophie, Anna, posa des questions. Pourquoi Émilie dort ici? Sophie expliqua doucement, parce qu'on s'aime. Comme papa et sa nouvelle femme. Anna accepta avec l'innocence d'une enfant. Mais l'ex-mari USA cela contre elle lors d'une audience pour la garde. Le tribunal fut un champ de bataille morale. L'avocat de l'ex accusa Sophie d'exposer Anna à un mode de vie instable. Sophie défendit, l'amour n'est pas instable. C'est l'homophobie qui l'est. Émilie témoigna, exposant sa propre lutte familiale. Mais le juge, conservateur, pencha pour une garde partagée accrue à l'ex. Sophie fut dévastée, j'ai tout perdu pour nous. Émilie, rongée par la culpabilité, envisagea de partir, c'est ma faute. Si je n'avais pas insisté. Mais Sophie la retint, non. C'est la société qui nous force à ses choix. Elles affrontèrent ensemble les regards dans la rue. Les murmures des voisins. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, elles marchèrent main dans la main. Un acte de défiance qui libéra Émilie mais isola Sophie de ses anciens cercles. La famille d'Émilie revint à la charge. Sa mère, après des mois de silence, appela, viens à la maison. On doit parler. Émilie y alla avec Sophie. Une confrontation tendue. La mère pleura, je t'aime. Mais c'est contre nos valeurs. Le père resta muet. Mais un geste, un hochement de tête indiqua un début d'acceptation. Cependant, le frère d'Émilie refusa, tu choisis ça. Tu perds la famille. Les trahisons continuèrent. Claire, l'amie d'Émilie, révéla avoir répandu les rumeurs initiales par jalousie. Craignant de perdre son amie, Émilie coupa les ponts. Une perte douloureuse. Sophie, de son côté, perdit des contrats freelance à cause de son outing. Elles luttèrent financièrement. Émilie prenant des jobs temporaires. Sophie enseignant en ligne. Un tournant vint quand Sophie publia un article anonyme sur son expérience, déclenchant un débat en ligne. Des soutiens affluèrent, mais aussi des haines. Émilie, inspirée, commença un blog sur les luttes lesbiennes en France, gagnant une communauté. Cela attira l'attention d'une association, offrant à Sophie un poste stable. Mais le prix était élevé. Anna fut harcelée à l'école, ta maman aime les filles? Sophie dut la changer d'établissement. Culpabilisant. Émilie la consola, on se bat pour son avenir. Pour qu'elle vive libre. Leur relation se renforça dans l'adversité.
Mais les cicatrices restaient. Lors d'une crise, Émilie reçut une offre d'emploi à l'étranger. Sans Sophie. Elle hésita, choisir la carrière ou l'amour? Sophie l'encouragea, va. Si c'est ce que tu veux. Mais Émilie refusa, optant pour elle. Ce sacrifice cimenta leur lien, mais souligna les compromis constants. Les mois passèrent, et Sophie et Émilie naviguèrent dans un équilibre précaire. Avec le soutien de l'association, Sophie regagna une stabilité, organisant des ateliers sur l'inclusion. Émilie, de son côté, transforma son blog en un podcast audio, partageant des histoires comme la leur pour sensibiliser. Anna s'adapta, trouvant en Émilie une figure aimante. Mais les conflits persistaient. L'ex-mari relança une procédure, utilisant des preuves de négligence émotionnelle. Sophie, épuisée, envisagea un compromis, limiter les apparitions publiques avec Émilie. Cela déclencha une dispute majeure. « Tu me caches encore » hurla Émilie. Sophie répondit, pour Anna. « Je ferai n'importe quoi. » Émilie, comprenant mais blessée, partit quelques jours chez une amie de l'association. Pendant cette séparation, Émilie réfléchit à ses choix. Avait-elle sacrifié trop? Sa famille? Sa carrière? À son retour, elles parlèrent des heures, décidant d'un outing complet, une interview commune dans un magazine progressiste. L'article fit sensation, apportant soutien mais aussi backlash. Des menaces anonymes arrivèrent, forçant une vigilance accrue. La famille d'Émilie fit un pas, sa mère invita Sophie à un dîner. Tendu, mais un début. Le père admit, je ne comprends pas. Mais je t'aime. Cela guérit partiellement les blessures d'Émilie. Sophie gagna partiellement la bataille judiciaire, gardant la garde principale grâce à des témoignages d'experts sur les familles LGBTQ+. Mais le coût émotionnel fut immense, Anna en thérapie. Sophie anxieuse. Finalement, elles trouvèrent une paix relative. Lors d'un anniversaire, Émilie offrit à Sophie une bague symbolique, pour nos choix. Malgré le prix. Elles s'embrassèrent, conscientes des dommages, mais éveillées à leur vérité. Était-ce juste de prioriser l'amour personnel au détriment de la stabilité familiale? Ou les sacrifices imposés par la société rendent-ils toute décision morale ambiguë?